Afrique des libertés, je vous salue. Bonsoir à tous. Jeune Afrique, la presse à gage de l'héritier de presse Marwan Ben Yamed s'attaque à Niamsi ou Cameroun ou Africa. Je voudrais donner quelques brèves réponses à cette feuille de chou au service de la France-Afrique qui vit telle une censure de la générosité suspecte des dictatures africaines depuis plusieurs décennies à Paris. Alors, cette communication sera rediffusée après sur ma chaîne YouTube Franklin Niamsi wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous avez là, pour le moment, une exclusivité. Facebook, Franklin Niamsi. Je vous demande donc de protéger et de partager massivement cette mise au point. Ma réponse aux attaques, aux propos virulents de Jeune Afrique, la presse à gage de Marwan Ben Yamed au service des dictateurs de la France-Afrique. Vous êtes d'ores et déjà 700 personnes en direct. Je vous prie d'être 700 personnes à partager cette mise au point. L'actualité africaine est en mouvement. Je vous salue à travers le continent. Je vous salue à travers les diasporas. Je vous salue, Africains de toutes les îles et de tous les océans. Amis européens, amis asiatiques, amis américains, je vous salue avec la même ferveur. C'est la Mama Africa, Aïcha Koné, qui ouvre le chemin pour notre prise de parole ce soir. Oui, Jeune Afrique en veut à Niamsi wa Cameroun ou Africa, parce que Niamsi wa Cameroun ou Africa fait partie de ces Africains qui ont mis fin à la suprématie mensongère des médias mainstream de la France-Afrique, dont Jeune Afrique est un fleuron, aujourd'hui usagé et passé de mode. T'en fait hier, 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 t'en fait hier. Partagez-moi cette émission. Nous commençons dans moins d'une minute. Protégez-moi cette émission. Brève réponse aux propos attacatoires, agressifs et délibérés d'un journal aux abois, d'une feuille de chou aux abois. Jeune Afrique. Jeune Afrique. Ils passent leur temps à jeûner pour le fric. Jeune Afrique. Merci à toi, Maman Africa. Africaines, Africains du continent et des diasporas, amis européennes, Européens, amis asiatiques, amis américaines, Américains, vous de toutes les îles et péninsules du monde, j'ai tenu ce soir, après avoir laissé passer pratiquement une semaine, j'ai tenu à apporter une brève réponse à la dernière saillie incontrôlée, à la dernière logorée incontrôlée du journal Jeune Afrique, ou plutôt de la feuille de chou de la France-Afrique qu'on appelle Jeune Afrique, dirigé par l'individu Vademekoum,
de Marwan Ben Yamed, héritier de presse de son père à Paris. En effet, dans une tribune, dans un article publié le 18 octobre 2022 à 18h02, sous les plumes de Aïssatou Diallo et de Florence Richard, le journal dirigé par Marwan Ben Yamed traitait prétendument de la question, de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, la politique en exil et la tentation russe. C'est de cet article-ci que je vais vous parler. À l'occasion de cet article, Marwan Ben Yamed et ses plumitifs, pour remplir les désiderata de l'un des grands donateurs de tous les temps de Jeune Afrique, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens à Alassane Dramane Ouattara, ils se sont donné au minimum 2 missions importantes. La première était de démontrer que le leader de l'opposition radicale ivoirienne en exil, Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, n'a aucune perspective de retour en Côte d'Ivoire. C'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de montrer que Alassane Dramane Ouattara contrôle la Côte d'Ivoire ad vitam aeternam et que le RHDP est le régime politique éternel à la tête de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils en ont profité pour donner la parole à Alassane Ouattara qui aurait dit en privé ceci: on ne peut faire confiance à Guillaume Kibafori Soro. Mais ils avaient un troisième objectif. En dehors de casser du Guillaume Kibafori Soro et du valoriser le satrape reptilien ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, Alassane Dramane Ouattara, il était question de démolir celui qui est présenté comme le plus offensif, le plus actif des défenseurs, du président Guillaume Kibafori Soro sur la place de France. Votre serviteur. Il était question de consacrer 2 paragraphes assassins où la plume, en réalité, remplace l'encre par le sang et où la pointe de la plume n'est rien d'autre qu'une épée ambulante. Il fallait les consacrer à votre serviteur. C'est une vérité, c'est un secret de polichinelle que de dire qu'entre l'individuaillon de Marwan Ben Yamed et moi, il y a un amour aussi profond que chien et chat dans les cours anciennes. Et que chaque fois que nous nous sommes croisés sur les réseaux sociaux, nous avons mis un soin assidu à nous en mettre plein la gueule. Lui, représentant l'ordre france-africain, moi, représentant la résistance africaine à la domination néocolonialiste française et à la domination des despotes soutenus par le colonialisme français en Afrique. Oui, c'est très clair. Depuis pratiquement une décennie, chaque fois que ma plume ou mon tweet croise celui de l'héritier de presse, l'individuaillon incontrôlable et incontrôlé, aux vapeurs hallucinatoires assez régulières, de Marwan Ben Yamed, la bataille commence. De ce point de vue, ni lui ni moi n'avons perdu goût à l'adversité qui nous oppose, puisque nous représentons 2 visions irréconciliables de l'Afrique. Lui, la vision néocolonialiste, moi, la vision émancipatoire. La chose est tellement claire et succulente que Marwan Ben Yamed, à ma connaissance, ne m'a toujours pas bloqué sur sa page Twitter, et je ne l'ai pas non plus bloqué, car j'ai toujours pris un plaisir évident à le désosser. C'est un individu qui ne possède pas la mémoire historique longue des luttes de notre continent. C'est un Tunisien superficiel.
c'est un individu qui n'a pas l'empathie envers les peuples opprimés d'Afrique, puisque le plus important pour lui, ce sont les faveurs des tenanciers des palais et des caisses des palais qui financent leurs feuilles de chou à Paris sous toute forme de formule convenue. Tout ce qui l'a toujours intéressé, lui, Marouane Ben Yamed, c'est de gagner des marchés. Et quand son journal attaque un homme d'État africain, c'est juste pour forcer les services de communication de la présidence de la République en question à acheter des pages de publicité, des pages de propagande politique, des pages de couverture médiatique dans Jeune Afrique. Or, j'ai choisi, moi, de me battre aux côtés des peuples africains opprimés et de soutenir les régimes africains qui aiment les peuples africains, c'est-à-dire qui aiment les gens plus que l'argent. Donc, il s'ensuit qu'entre Marouane Ben Yamed et moi, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de réconciliation possible. Puisque nous appartenons, lui, au monde de l'adoration du veau d'or, et moi, au monde de l'adoration du Dieu d'amour, de liberté, de vérité, de justice, de sincérité. Celui qui rassemble les hommes et qui leur permet de se respecter et ne pas se considérer réciproquement comme des canards sauvages. Nous ne sommes pas du même monde, quoique nous vivions dans un monde contigu. Alors donc, voilà ce qu'il a fait dans son journal, après s'être défoulé contre mon leader générationnel ivoirien, le président Guillaume Kibafori Soro, mon ami et frère. Il lui a plu de considérer qu'il fallait consacrer les coups les plus virulents de sa tribune à ma personne. Y compris en tentant de trouver des témoignages complètement nuls de gens qui n'ont aucune compétence pour apprécier ce que moi je fais à propos de ma relation avec le président Guillaume Kibafori Soro. Bon, comment nous allons répondre à Marouane Ben Yamed? Et il est habitué au déculotté délivré par votre serviteur. Donc, je crois qu'il était là en baisse de dose. Il a besoin d'un renouvellement, d'une certaine dose de déculotté. Marouane Ben Yamed, tous les 3 mois ou 4 mois, vient chercher une fessée. Il a un côté masochiste avéré. Il lui faut toujours se débrouiller pour venir se faire corriger par moi. Bon, comme ces cris d'orfraie ne sont pas de nature à m'apitoyer, au contraire, me font plaisir, je vais lui administrer sa dose habituelle. Tous les 3 mois, il revient toujours, d'une manière ou d'une autre. Quand il ne vient pas à travers un article pourri de sa feuille de chou que personne ne lit, il vient... Ah oui, personne ne lit. Hein. Des gens ont vu ça quelque part et ils m'ont fait une capture d'écran de ce qu'il a dit sur moi. Sachant que ça veut dire qu'il souhaite que je le corrige encore, Marouane. C'est son habitude. Je lui manque trop. Si je ne l'ai pas correctement remis à l'heure comme des pendules, ça montre, on dirait psychologique et même biologique et même spirituel ne fonctionne pas. Il est bizarre ce monsieur. Bon. Donc, moi on m'a informé uniquement parce qu'il s'est attaqué à mon leader et à moi. Comme on m'informe de tout ce qui se complote contre mon leader et contre moi, eh bien, parfois, je prends le temps. Dans le cas d'espèce, je me suis donné une semaine. Il y avait des sujets beaucoup plus intéressants. C'est 7 jours qui viennent de passer pour pouvoir répondre à Marouane Ben Yamed et ne pas laisser passer les vésanies et les conneries qu'il raconte. Cela pourrait lui donner l'illusion que nous considérerions ce qu'il dit comme étant vrai. Donc, on va lui répondre en 2 moments. Premièrement, je vais revenir sur ses propos et les thèses de son journal, parce que c'est lui qui est derrière ce que Aïssatou Ba et consorts ont écrit. Je vais revenir sur les thèses de son journal contre le leader Guillaume Soro. Puis je vais répondre pour ce qui me concerne, à ce qu'il a dit contre moi. J'ai bien noté ce qu'il a fait dire contre moi. Et je vais lui répondre argument par argument, avant de conclure. D'abord, il dit que Guillaume Kibafori Soro n'a aucune perspective de rentrer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Alassane Dramane Ouattara, instrumentalisant la justice, l'a fait condamner à la prison à perpétuité. Parce que Alassane Dramane Ouattara, instrumentalisant la justice, l'a fait condamner à 20 ans pour toutes sortes de motifs.
alors la perspective de retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire est nulle. Nous allons répondre donc à ça immédiatement. D'abord, d'un point de vue juridique, il faudrait rappeler à Marwan Ben Yamed et à ces petits journaleux, à la petite semaine, ces nullissimes là qui tiennent la plume sans même faire le petit travail que fait un journaliste normal, à savoir une collecte de données. Ça, c'est le minimum dans les écoles de journalisme. C'est le minimum que nous vous enseignons dans ces écoles. Dans le domaine des sciences sociales, il y a une méthodologie. Comment il s'appelle là? Aïssatou Diallo et Florence Richard. Il y a une méthodologie. Commencez par la collecte de données. Commencez par une collecte de données. Quand vous faites une collecte de données, qu'est-ce que vous découvrez? Que toutes les condamnations judiciaires qui ont été prononcées en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara contre Guillaume Soro ont été cassées en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques et des normes juridictionnelles. La Cour africaine des droits de l'homme a par plusieurs arrêts, notamment 2, donnés courant 2020, elle a cassé toutes les condamnations prononcées contre Guillaume Soro pour les prétendus faits inventés par Alassane Ouattara et son procuraillon couvert de sueur, Ado Richard. Donc, Aïssatou Diallo et Florence Richard, si vous n'étiez pas aussi idiots que votre directeur de rédaction Marwan Ben Yamed, au moins vous auriez écrit que Guillaume Soro est l'objet de condamnations qui ont été disqualifiées par une instance juridiquement supérieure aux cours ivoiriennes, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha. Et que Alassane Dramane Ouattara, qui est le véritable hors-la-loi, qui est l'ennemi de la loi, qui est le légicide, qui est le légiphobe, qui est l'ennemi de la justice, a dit que les décisions d'une cour avec laquelle la Côte d'Ivoire était pourtant en convention de reconnaissance de hiérarchie juridictionnelle, il a dit que ces décisions étaient nulles et de nul effet en Côte d'Ivoire, faisant par là de l'État de Côte d'Ivoire sous Ouattara un État voyou en droit international. Si Aïssatou Diallo et Florence Richard avaient un minimum de respect pour le métier de journaliste, quand elles écrivent, ces 2 dames, que quand elles écrivent que Guillaume Soro n'a aucune chance, sa perspective de retour en Côte d'Ivoire est nulle, il faudrait au moins écrire à côté. Cependant, les condamnations dont Alassane Ouattara se prévaut pour empêcher Guillaume Soro de rentrer dans son pays, ces condamnations-là ont été, elles-mêmes jugées illégales, illégitimes, par une juridiction la plus importante du continent africain pour ce genre d'affaires, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, basée à Arusha, cour qui est souchée dans l'Union africaine et avec laquelle la Côte d'Ivoire était en convention et dont la Côte d'Ivoire ne pouvait pas dénoncer le protocole avant un délai d'1 an. Vous comprenez? Donc déjà sur la question de la perspective de retour, d'un point de vue juridique, Guillaume Soro a le droit de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le 23 décembre 2019, il a essayé de rentrer. C'est parce qu'Alassane Ouattara a voulu abattre son avion, a voulu le tuer à l'aéroport avec ses compagnons que Guillaume Soro n'a pas pu rentrer. Sinon, Guillaume Soro n'a pas fui la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui l'a empêché de rentrer. Et Guillaume Soro a même atterri ensuite au Ghana. Et au Ghana, il a demandé à ce vassal du néocolonialisme occidental, de Nana Akufo-Addo, de lui permettre de poser pied et par la route de rentrer en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était prêt à venir affronter la justice. Alassane Ouattara a appelé Nana Akufo-Addo pour lui dire de ne même pas laisser Guillaume Soro descendre de l'avion et poser les pieds sur la terre de Kwame Nkrumah. Voilà la vérité. Maintenant, rentrons dans ce que j'appelle l'argumentation historique. Je viens de démontrer que juridiquement et factuellement, c'est faux. Alassane Ouattara n'a pas le droit d'empêcher un citoyen ivoirien, qui plus est bénéficiaire de décisions de droit international en sa faveur, de rentrer dans son pays. Du point de vue du droit, Ouattara n'a pas le droit. Ce qu'il utilise, c'est ce qu'on appelle une voie de fait. Il utilise la force qui, pour le moment, est en sa faveur en Côte d'Ivoire. Mais, analysons la carrière d'Alassane Dramane Ouattara lui-même. Ouattara a été exilé politique. Pendant combien d'années? Guillaume Soro est parti en exil, globalement, mettons, officiellement depuis décembre 2019. Décembre 2019, décembre 2020, ça fait 1 an. Décembre 2020, décembre 2021, ça fait 2 ans. Décembre 2021, et puis décembre 2022, ça va faire 3 ans. Alassane Ouattara, lui, il a fait combien d'années d'exil? Il a fui la Côte d'Ivoire en 1994. Il n'est revenu qu'en 1999, ça faisait déjà 5 ans.
2005, il a refui la Côte d'Ivoire en 2000. Il est seulement revenu à partir de quand? Vers 2005, 2006. Ça faisait encore combien d'années? 5 ans. Il a refui encore, il n'est revenu que vers 2008, 2009, 2010 pour les élections. Donc si on cumule bien le nombre d'années d'exil d'Alassane Ouattara, avant de devenir président de la République en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a fait au moins 10 ans, 12 ans, même 17 ans d'exil, si on compte au total. Or, lui qui a fait plus longtemps en exil que Guillaume Soro a pu rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui a fait seulement 3 ans d'exil qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? Aïssatou Diallo et Florence Richard, vous êtes vraiment nuls. Vous auriez pu, dans le paragraphe où vous disiez que vous ne voyez pas de perspectives de retour à court terme de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, souligner que Ouattara a connu un exil plus long. Et que pendant son exil même, il n'était pas considéré comme ivoirien. Alors qu'Alassane Ouattara ne peut pas dire que Guillaume Soro n'est pas ivoirien. Quand Ouattara était en exil, à partir de 1994, déjà sa nationalité ivoirienne était remise en cause. Il n'était même plus considéré étant en exil comme étant un ivoirien. Et il avait seulement commencé à être considéré comme ivoirien en 1989 par la volonté du président Houphouët-Boigny, qu'il a fait entrer dans la nationalité ivoirienne par la fenêtre, par césarienne. Donc Ouattara a connu un exil plus long. Et il a connu un exil dans lequel il avait perdu le statut même de citoyen de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, ça fait 3 ans qu'il est en exil. Vous dites que sa perspective de retour sur le sol ivoirien, elle paraît aujourd'hui nulle. Ouattara qui a fait pratiquement 15 ans d'exil, lui il est rentré. En tant que journaliste formé peut-être dans une école, vous ne vous rendez pas compte que votre raisonnement est bancal, mesdames? Vous êtes une nullité déconcertante. Au minimum, vous auriez pu dire, ça fait 3 ans que Guillaume Kibafori Soro est en exil. Et dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire, l'expérience a montré que l'exil n'est pas incompatible avec le retour. Laurent Gbagbo, qui devait être président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans, est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas parti en exil? Dans les années 80, Laurent Gbagbo n'a-t-il pas fui la Côte d'Ivoire? Vous avez compté le nombre d'années qu'il avait fait en exil sous Houphouët-Boigny? Pratiquement l'équivalent de 5 ans. Pratiquement 3, 4 à 5 ans facilement. Pour revenir, si je ne m'abuse, en 88-89. Laurent Gbagbo n'est-il pas devenu président de la République de Côte d'Ivoire en octobre 2000? Il ne l'est-il pas resté au moins pendant 10 ans? Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire d'un pays, là, ne venez pas écrire des articlons. Je suis obligé de créer ce néologisme. Votre article, là, c'est un articlon. Ça là, à Abidjan, nous, on emballe des grains d'arachide avec ça. Après, on jette. On met ça en poubelle rapidement. C'est pas un article. Votre argument pour dire que Guillaume Kibafori Soro a des perspectives nulles de rentrer en Côte d'Ivoire, vous auriez dû le comparer à la situation d'autres acteurs politiques ivoiriens qui ont connu l'exil comme lui. Laurent Gbagbo a connu l'exil, il est devenu président. Ouattara a connu l'exil même le plus long, il est devenu président. Et à la limite, vous auriez pu vous rendre compte que les gens qu'on force à l'exil le plus long sont souvent ceux qui deviennent présidents dans ce pays-là. Si vous réfléchissiez, si vos hémisphères cérébelleux, gauche et droit, se touchaient, s'il y avait un quelconque scintillement de sapience dans votre glande pinéale, mesdames Aïssatou Diallo et Florence Richard, si vous n'étiez pas contaminés par la stupidité de Marouane Ben Yamed, vous auriez pu noter qu'en Côte d'Ivoire, les grands exilés politiques sont les futurs présidents de la République. Même Houphouët-Boigny a connu l'exil. Sous le colonialisme français. Il lui fallait fuir parce qu'il a échappé à la mort sous le colonialisme français. Il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a connu l'exil. Et très tôt, la prison politique, dans les années 70, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, dont la vigueur des jarrets lui a permis à chaque fois de fuir pour ne jamais affronter intuitu personae la justice. Il a connu l'exil le plus long de tous les hommes politiques ivoiriens. Guillaume Soro, ça fait 3 ans qu'il est en exil. Et déjà vous écrivez « Perspective de retour sur le sol ivoirien nul ». Je vous ajoute un 4e argument. J'appelle cela l'argument, on va dire, anthropo-biochronologique. Alassane Ouattara, que vous voyez là, il a pratiquement 90 ans. Parce que c'est un faussaire à l'acte de naissance. Il est beaucoup plus vieux
qu'il ne le dit. Il prétend être né tantôt en 1942 à Dembokro où on ne le connaît pas, tantôt être né à Ouagadougou en 41, tantôt il n'est né nulle part à ces trois endroits, il est né beaucoup plus tôt. Il n'y a qu'à voir son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule pour savoir qu'il est plus vieux qu'il ne le dit. Quand on fouillera bien, on se rendra compte que Ouattara est plus âgé que le président Bédié. Oui! Bon, ce monsieur-là, vous lui donnez en horloge biologique, vous lui donnez combien d'années encore sur la terre des hommes? À supposer qu'il ait 90 ans. Vous ne voyez pas qu'à tout moment, là, il va plonger dans une sénilité complète? Même s'il vit longtemps, encore plus longtemps, il va vivre longtemps, mais en perdant progressivement la mémoire de lui-même. C'est un individu grabataire, Alassane Ouattara. C'est lui-même qui disait qu'à son âge, on ne reste pas à la présidence de la République. D'ailleurs, tous nos trois doyens, les plus âgés de la politique ivoirienne, ont des déclarations dans lesquelles ils ont dit qu'après 75 ans, c'est pas bon. Donc, quand vous regardez Guillaume Soro, cette année-là, il a 50 ans. Vous regardez Alassane Ouattara, pratiquement 90 ans. Qui a le temps? Entre les deux, là, qui a le temps? Celui qui a le temps, c'est Guillaume Soro. Qui a la montre? Qui est obligé de regarder la montre tout le temps? Aïe, aïe, aïe. Attention avec ma sciatique, hein? Attention, hein? Hein, Dominique, faut me donner mes remèdes de cardiaque, là. Oui, mais il y a ma tension qui monte. Attention, hein? Attention. Qui passe son temps à boire des médicaments, à se faire injecter, qui passe son temps à se faire assommer par les médecins pour marcher? C'est Alassane Ouattara. Lui, il a la montre, Guillaume Soro a le temps. Et vous, vous écrivez un article stupide pour dire que Alassane Ouattara, eh bien, elle a garanti que Guillaume Soro a des chances nulles de rentrer en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est-il immortel? Alassane Ouattara est-il éternel? Entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, qui est beaucoup plus proche du tombeau, quand vous les regardez. C'est vrai que, comme le disait Heidegger, dès qu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Mais dans la logique chronobiologique et anthropologique, Alassane Ouattara est mort avant nous. Et il peut arriver qu'on meure avant des personnes plus âgées, c'est vrai. Mais Alassane Ouattara, dans la logique de la nature, il doit partir du monde avant nous, qui avons 50 ans. Et la plupart du temps, ça se passe dans la logique de la nature. Donc, écoutez, en Côte d'Ivoire, là, c'est très simple. Même si vous vous asseyez, vous ne faites rien contre Ouattara, il va partir. Je recommence une deuxième fois. Même si vous vous asseyez et vous ne faites rien contre Ouattara, il va partir. Tous les dictateurs, là, ils vont partir. Au Cameroun, même si on s'assoit, on ne fait rien, Paul Biya va partir. C'est la loi anthropo-chrono-biologique. Écrivez ça. Écrivez ça. Aïssatou, Diallo, revenez à l'école. Je vais vous former. Il faut réfléchir, il faut tourner votre langue. Alassane Ouattara, comme tout être humain et comme nous tous, il va passer. Donc il ne peut pas rendre nulle la perspective de retour de qui que ce soit en Côte d'Ivoire, puisque lui-même, sa perspective d'être toujours en Côte d'Ivoire est nulle. Nous tous là, la perspective d'être toujours sur la terre, elle est nulle. Donc personne d'entre nous ne peut dire, le pays là, vraiment je vais veiller à ce que tel n'entre jamais dans ce pays. Mais est-ce qu'on n'a pas dit quand Ouattara était en exil, pendant plus d'une décennie, est-ce qu'on n'a pas dit qu'il ne mettrait plus jamais les pieds en Côte d'Ivoire? C'est pas lui qui marche en point-virgule avec son faciès asymétrique à Abidjan là-bas. Quand Laurent Gbagbo devait fuir sous le président Houphouët-Boigny, est-ce qu'on n'a pas dit qu'il ne mettrait plus jamais les pieds en Côte d'Ivoire? On avait même dit qu'il ne sera rien. Il ne sera rien dans ce pays. C'est pas Laurent Gbagbo qui a été président pendant 10 ans et qui maintenant s'apprête à être encore candidat. C'est pas le même Gbagbo là. Donc, au nom de quoi vous pensez que notre candidat à nous, qui est le plus jeune des hommes d'État les plus capés de la Côte d'Ivoire, quelle raison vous avez de penser que lui ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire? Ces rivaux là, tous ils ont déjà été présidents. Les hommes d'État avec lesquels lui peut rivaliser, ils ont déjà été présidents. Donc même s'ils ne sont plus présidents, eux-mêmes ils ne vont pas le regretter. Alassane Ouattara, c'est le gros cœur, le narcissisme et la méchanceté qui font qu'il s'accroche au pouvoir. Laurent Gbagbo, quelque part, veut se réhabiliter, il veut quelque part laver un affront historique. Sinon, il n'a plus quelque chose à faire pour l'avenir des Ivoiriens.
Il l'a dit lui-même quand il est revenu en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. L'allocution qu'il a tenue devant ses camarades du PPACI, il a dit, à compter d'aujourd'hui, je commence à partir. Je continuerai à faire la politique sous plusieurs formes. Mais notez qu'à compter d'aujourd'hui, je suis venu vous dire, préparez-vous à mon départ. Laurent Gbagbo l'a dit, oui ou non? Ou bien c'est moi seul qui ai entendu? Tous les jours au PDCI, le président Bédié est obligé de parler de l'avenir. De dire, et vous comprenez pourquoi il y a une telle flopée de vice-présidents du PDCI. Parce que le président Bédié est bien conscient que c'est la loi du temps. Il peut être président du PDCI à vie, mais il ne peut pas être à vie à vie. Il ne peut pas être vivant à vie. Sinon, Houphouët-Boigny serait vivant. Il fut un temps même en Côte d'Ivoire, on ne croyait pas qu'Houphouët-Boigny pouvait mourir. Il n'est pas mort. Donc, Aïssatou Diallo et Florence Richard ont contracté l'idiotie de leur patron, Marwan Ben Yamed. Sinon, ils auraient fait cette analyse pour dire que, bon, de tous les hommes d'État ivoiriens, celui qui a encore devant lui une marge de temps politique la plus longue, c'est incontestablement Guillaume Kibafori Soro. Ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien leader syndical, ancien résistant militaro-politique. Il a le coffre et il a de la réserve. Il a l'expérience. Tous les doyens qui l'ont précédé ont déjà exercé le pouvoir d'État. Et en fait, ça ne serait pas une catastrophe pour eux de ne plus être président. Le président Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il est en train de reconstituer sa famille politique et qu'il veut parachever son histoire et sa mémoire politique correctement qu'il parle de 2025. Mais les militants du PPACI eux-mêmes savent que le cœur du président Laurent Gbagbo n'est plus dans l'affaire du pouvoir. Laurent Gbagbo est en train de faire de la transmission. Il fait de la formation. Regardez même les réunions du PPACI. Les prises de parole du président Gbagbo sont des enseignements. Il est à l'heure de l'enseignement et la transmission d'une mémoire. Et il ne s'occupe même pas au quotidien de ce parti. Il a délégué beaucoup de choses. Moi, j'ai écouté le discours du président Gbagbo devant le PPACI. C'est vraiment quelqu'un qui a transmis les responsabilités à ses compagnons. Et il s'occupe globalement de reconstituer le mouvement, de bâtir un mouvement qu'il peut transmettre comme le cadre dans lequel va continuer à s'exercer, même après son passage dans ce monde, son influence politique en Côte d'Ivoire. Voilà comment moi je comprends. Je ne vois pas le président Laurent Gbagbo engagé dans un combat d'avenir pour gouverner la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, à partir de 2025. Je ne le sens pas, je ne le vois pas. Je ne sais pas comment vous vous faites pour voir cette énergie-là de se projeter dans les 10 ans à venir. Bon, le secrétaire général du PPACI, notre frère Damana Adia Pikas, a fait son travail. Et il est obligé de soutenir son président. Je le comprends. Mais vous-même, au PPACI, vous savez que vous êtes obligé de vous préparer. Le président Gbagbo vous a dit, lors de sa première allocution de retour en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à partir. On n'a pas oublié. Hein? Donc, quand on écrit un article sur Guillaume Soro, on ne peut pas le considérer comme un homme fini. Fini à 50 ans, après 3 ans d'exil, face à quelqu'un qui a fait 10, 15 ans d'exil, à des années qui ont fait. Le président Bédié a fait combien d'années d'exil? Il a fait pratiquement 3-4 ans. C'est en 2005 à Paris qu'il a signé, l'alliance du RHDP avec Alassane Ouattara, en mai 2005. Le président Bédié a eu son temps d'exil. Après sa chute en 99, il n'est pas revenu aussitôt. Bon, alors, donc l'exil politique en Côte d'Ivoire est bien plutôt une exclusion élective. Je recommence une deuxième fois, pour Aïssatou Diallo et pour Florence Richard. En Côte d'Ivoire, de manière récurrente, ces 30 à 40 dernières années, celui qui a été principalement exclu du jeu politique, eh bien, est celui que les Ivoiriens ont considéré comme étant la promesse d'un changement possible. Oui. Parce que le peuple ivoirien, comme vous voyez là, il a une qualité, c'est qu'il n'aime pas. Il n'aime pas l'injustice. Et il n'aime pas l'injustice qui est faite envers quelqu'un qui vous a rendu service. Même si le service là ne concerne pas tout le peuple, les Ivoiriens n'aiment pas les ingrats. Ils n'aiment pas les ingrats. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où le partage et la générosité sont une règle de vie quotidienne. Donc quand des gens se sont battus pour que tu deviennes président et toi tu les chasses, les Ivoiriens n'aiment pas ça. Quand des gens sont en prison depuis 2010, tu ne les libères pas. Et puis c'est toi qui viens fatiguer le monde entier avec sans délai, sans délai, sans délai. Les Ivoiriens n'aiment pas ça.
Ils disent, et nos frères qui sont en prison ici, depuis 2010, ce que tu demandes à Assimi Goïta de faire là, pourquoi tu ne fais pas ça avec nous ici? C'est ce que les Ivoiriens disent. Si vous allez dans les gloglos, les quartiers, les grains, les Ivoiriens qui ont préservé leur santé mentale, c'est ce qu'ils disent. Que mais, Alassane Ouattara là, il est vraiment étonnant. Hein? Donc c'est lui qui est pressé qu'on libère les gens. Pulchérik Balé en prison, pourquoi? Kone Kamaraté Souleymane en prison, pourquoi? Kader Doumbia en prison, pourquoi? Dobo Blé en prison, pourquoi? Les militaires de 2010-2011 là, alors que leur chef suprême est libre, Laurent Gbagbo, ils sont en prison, pourquoi? Et puis c'est lui qui vient dire aux gens, sans délai, sans délai, sans délai. Les Ivoiriens n'aiment pas ça. Hein? Ils ont un mot pour cela, Madame Aïssatou Diallo et Madame Florence Richard et votre patron, le grand idiot de Marwan Ben Yamed. Écrivez ce mot-là. Les Ivoiriens n'aiment pas les foutaises. Ils n'aiment pas les foutaises. Il ne faut pas venir leur dire de faire ce que toi-même tu ne fais pas. Et ils savent que toi-même tu ne fais pas. Ne viens pas dire aux Ivoiriens, soyez bons, alors que toi tu n'es pas bon. Il faut être bon. Ça parle plus que de dire aux gens d'être bons. Parce qu'il suffit de t'imiter pour bien faire, si toi tu es bon. Donc si vous faites un sondage aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les problèmes dans lesquels Ouattara est plaisent à l'écrasante majorité des Ivoiriens. Parce qu'il a pris le pouvoir par la force, par la brutalité contre le peuple ivoirien. Il braque le peuple ivoirien. C'est parce qu'Alassane Ouattara utilise les microbes, a mis en place une milice, utilise la prison politique, la corruption. C'est pour cela qu'il tient le peuple de Côte d'Ivoire en otage. Sinon, l'écrasante majorité du peuple de Côte d'Ivoire déteste Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Donc, quand vous écrivez sur la Côte d'Ivoire, écrivez ça. Menez vos enquêtes. Alors, donc, voilà pour le second argument. Maintenant, vous dites que Alassane Ouattara dit qu'on ne peut pas faire confiance à Guillaume Soro. Bon, j'aimerais savoir combien de personnes Guillaume Soro a trahi en Côte d'Ivoire. Politiquement, Guillaume Soro n'a trahi personne en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Guillaume Soro était leader de notre mouvement syndical, la FESI, sur le campus d'Abidjan, il a gagné ses élections à la régulière. On n'a jamais parlé de fraude dans une élection de Guillaume Soro sur le campus de Cocody. Le campus de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. J'étais là. On ne m'a pas dit. Non, il a gagné. D'accord? 2. On l'a reconnu comme homme de l'année en 97. À la quasi-unanimité de la presse ivoirienne. Si je ne m'abuse. D'accord? Ce n'est pas lui qui a forcé les gens à le reconnaître comme tel. Il avait déjà sa notoriété. Quand il se met avec Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo en 2002, il est tellement loyal à Ouattara que pendant que des chefs militaires qui auraient pu prendre le micro pour assumer rapidement la responsabilité du coup d'État du 19 septembre étaient en train de fuir, Guillaume Soro est celui qui se lève et qui dit oui, c'est moi le patron de tout le monde. J'assume. Je dis, quelqu'un qui veut trahir là, il n'assume jamais. Il ne prend jamais de risque pour toi. Dès que tu es en difficulté, dès qu'il y a la moindre difficulté, il fuit. Ils sont nombreux. Des militaires qui sont aujourd'hui autour d'Alassane Dramane Ouattara. Et qui étaient dans le coup d'État. Et qui, dès que les forces de Laurent Gbagbo ont contre-attaqué à Abidjan, ont disparu dans la nature. Quand l'histoire de ce coup d'État-là sera contée, vous allez découvrir la nullité des êtres humains. Dès que ça s'est compliqué là, ils ont fui. Ils ont jeté leur téléphone à l'eau. Ils n'étaient même pas joignables. Des gens qui sont généraux, hein. Des gens qui sont généraux, là. Alassane Ouattara, lui, quand il marche avec ces gens-là, il sait que c'est des vauriens. Parce que dès que ça a chauffé, là, ils ont quitté dans ça, ils sont tombés en brousse. Bon, Guillaume Soro a dit publiquement, j'ai fait un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'était pour Alassane Ouattara. Est-ce que Guillaume Soro s'est caché pour dire que il n'a pas fait? Parce que quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance, c'est quelqu'un qui n'assume pas. On continue. Alassane Ouattara dit qu'on ne peut pas faire confiance à Guillaume Soro. Guillaume Soro l'a trahi où? Il convoque Guillaume Soro en janvier 2019 pour lui dire de venir
adhérer de force au RHDP unifié. Guillaume Soro lui a dit en face non. Quelqu'un qui te dit non en face, est-ce que tu peux dire que tu ne lui fais pas confiance? Parce qu'une personne en qui on n'a pas confiance, c'est une personne qui est hypocrite. C'est une personne qui cache son jeu. C'est une personne qui ne dit pas non quand elle pense non. Et qui ne dit pas oui quand elle pense oui. Guillaume Soro a été reçu par 2 fois par Alassane Ouattara. Début janvier, le 5 janvier 2019. Et je m'en souviens très bien, le 25. Parce que nous suivions de près ces entrevues. Et puis, lors de ces 2 entrevues, Alassane Ouattara a demandé à Guillaume Soro s'il se soumettait, s'il rentrait au RHDP, s'il se mettait dans le rang. Guillaume Soro lui a dit non. Mais c'est précisément parce que Guillaume Soro vous a dit non qu'on peut lui faire confiance. Parce que quand il fallait prendre des risques pour réintroduire Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, au nom du panafricanisme, au nom de l'union, de l'unité africaine, au nom de la fraternité ouest-africaine, Guillaume Soro a dit oui et il a assumé le rôle de commandant opérationnel de la rébellion et du coup d'État de 2002. Alors qu'Alassane Ouattara lui-même avait déjà fui. Son premier réflexe a été de courir chez l'ambassadeur d'Allemagne. Il a fait un saut dont on entend encore le bruit jusqu'aujourd'hui. La chute d'Alassane Ouattara sur le mur. Il a grimpé sur le mur. Il a atterri dans la pelouse de l'ambassadeur d'Allemagne. On dit le trou est toujours là-bas. Dans lequel Alassane Ouattara, de manière éléphantesque, pataude, de manière massive et extrêmement effrayante, s'était étalé pour fuir les opérations qu'il avait pourtant commandées, le coup d'État qu'il avait pourtant implémenté, le coup d'État qu'il avait pourtant financé. Il a été le premier à fuir. Et c'est lui qui dit à celui qui est resté sur le terrain pour combattre et pour assumer. Il dit que celui-là, on ne peut pas lui faire confiance. Il y a un petit problème quand même à Alassane Ouattara. Quelqu'un qui vient devant vous, dans votre palais, 2 fois, vous lui dites, « Alors Guillaume, tu adhères au RHDP ou pas ?» Guillaume Soro dit, « Président, je n'adhère pas. » Guillaume, tu as réfléchi? Attention, hein? Attention, hein? C'est ton avenir qui est en jeu, hein? Tu me dis, hein? Si tu n'adhères pas, alors là, tu vas démissionner. Guillaume Soro dit, Président, ça dépend de vous. Mais moi, je ne vais pas au RHDP unifié. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont il a été construit. Quelqu'un qui t'a dit 2 fois non dans le même mois pour le même sujet, tu dois lui faire confiance. En quoi dois-tu lui faire confiance? Parce qu'il est sincère. Bon, Alassane Ouattara dit que Guillaume Soro, on ne peut pas lui faire confiance. Pourtant, toutes les fois, Guillaume Soro a risqué sa vie pour Ouattara. Et quand il a fallu dire la vérité à Ouattara, il lui a dit la vérité. Moi qui vous parle là, vous êtes 2500 à suivre cette émission spéciale. J'ai été face à Ouattara et je lui ai dit la vérité. Il a voulu me retourner pour m'utiliser contre mon ami, mon frère, mon leader ivoirien, Guillaume Soro, le 23 octobre 2014. Je lui ai dit non. En face, là, il s'en souvient. Je lui ai dit non. Je vais être le conseiller spécial de mon ami et frère que je connais. Vous, je ne vous connais pas, Alassane Ouattara. Vous êtes certes le président de la République. J'ai beaucoup de respect pour votre institution. Mais c'est pour et avec le président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, que je voudrais être conseiller spécial. Pas avec vous. D'ailleurs, moi, je ne vous connaissais pas. C'est lui qui me vous a présenté. Donc, moi, je suis loyal en amitié, Monsieur le Président. Merci de votre proposition d'être votre conseiller spécial à la présidence de la République, mais je la décline. C'est comme ça que nous sommes. Quand nous sommes d'accord, nous disons oui, et nous prenons tous les risques qui vont avec. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous disons non. Et quand on a dit non, ce n'est pas la peine de forcer. On ne va pas changer d'avis. Parce que c'est un oui de conviction et un non de conviction. Alassane Ouattara ose dire que Guillaume Soro n'est pas un homme de confiance et vous écrivez ça. Et vous oubliez d'écrire tous les hommes politiques que Alassane Ouattara a trompés en Côte d'Ivoire. Ouattara a commencé par tromper Félix Houphouët-Boigny, le plus éminent, le plus célèbre des hommes politiques, des hommes d'État ivoiriens. Il l'a trompé. Ensuite, Ouattara a trompé, a tenté de tromper le président Aimé Henri Konan Bédié
en lui volant le dauphinat constitutionnel par la tentative de coup d'État de 1993, pour laquelle il avait contacté le ministre Laurent Donafologo et le président du Conseil économique et social d'alors, eh bien, monsieur Yassé, Philippe Grégoire, si je me souviens bien de ses prénoms, pour qu'il s'associe à lui, et puis le général Gueye, il les avait vus pour qu'il s'associe à lui pour faire un coup d'État et ne pas respecter l'article 11 de la Constitution ivoirienne. Avant cela, Ouattara a trompé les Ivoiriens du Nord. Il a créé une carte de séjour pour les faire confondre avec les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens. Et ensuite, il a créé la charte du Nord pour rassembler et regrouper les Ivoiriens du Nord derrière lui. Les Ivoiriens du Nord ont cru que Ouattara était leur défenseur, alors que Ouattara était leur sacrificateur. Je recommence. Il a trompé tous les Ivoiriens du Nord en créant l'ivoirité subtilement grâce à la carte de séjour. Il a fait croire aux Ivoiriens du Nord qu'il était leur défenseur, alors qu'il était leur sacrificateur. Il les utilisait comme moutons du sacrifice sur le chemin de sa carrière politique. Voilà ce qu'il a fait. En 1995, il passe une alliance avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo pour faire le boycott actif. Il promet que non, que lui va renverser le régime Bédié. Il promet au président Gbagbo que vraiment non, le RDR va faire sa part. Ça va être non. Non, non, non. Toutes les dispositions ont été prises, hein, Laurent. Hein. Tout est prêt. Hein. Non, 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 non. Tu y vas à fond. Hein. Bédié va tomber. Lui, entre-temps, il fuit. Il va se cacher en Europe. Laurent Gbagbo se retrouve seul avec le boycott actif de 1995 sur les bras. Ouattara a fui. C'est là que Laurent Gbagbo a compris que Ouattara était un menteur. Parce que Laurent Gbagbo, que vous voyez là, quand il était secrétaire général du FPI, a défendu Ouattara. Hein. Au nom du panafricanisme, Laurent Gbagbo a dit, comme il a déjà été Premier ministre ici en Côte d'Ivoire, laissez-le. S'il veut être candidat à la présidentielle, laissez-le. Ils étaient alliés. Hein. Ils étaient alliés. Hein. Mais c'est quand Ouattara l'a laissé seul dans le pétrin, face à un régime Bédié qui était encore fort en 1995, que Laurent Gbagbo a compris que ce monsieur-ci, si tu vas derrière lui, tu n'as rien. Les baoulés de Dembokro lui ont donné le nom Aosingben. Aosingben en baoulé, chez nous là-bas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, quand tu vas derrière lui, tu n'as rien. Laurent Gbagbo, lui, savait déjà, au moins à partir de 1995, que Alassane Ouattara est un menteur inguérissable et qu'il ne faut pas aller derrière lui. Il savait déjà que c'était un Aosingben. Il ne faut pas aller derrière lui. Si tu vas derrière lui, tu n'auras rien. C'est lui qui parle de confiance. Quelqu'un qui a fomenté au moins 9 coups d'État. Le coup d'État contre le président Bédié du 24 décembre, c'est lui. Le coup d'État contre le général Robert Gueye de septembre 2000, c'est lui. C'est en lui qu'on va avoir confiance. Le coup d'État, le complot de la Mercedes noire en janvier 2001, c'est Ouattara. C'est en lui qu'on va avoir confiance. Le coup d'État de 2002, Guillaume Soro nous a dit, et s'en est repenti, c'est Ouattara. C'est en lui qu'on va avoir confiance. Alassane Ouattara. 2010, quand le Conseil constitutionnel lui a dit, tu as perdu. S'il était légaliste, n'est-ce pas qu'il allait s'arrêter, on allait économiser 3000 vies. Est-ce qu'il a respecté la loi? Il a refusé, il s'est appuyé sur la communauté internationale, sur la commission électorale indépendante, pour mener la guerre. C'est en lui qu'on va faire confiance. Quelqu'un qui ne peut pas laisser un fauteuil pour sauver 3000 vies. Quelqu'un qui ne peut pas laisser les affaires de pouvoir pour que les êtres humains vivent. On va lui faire confiance. Si Alassane Ouattara l'avait voulu, aucune goutte de sang n'aurait coulé en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Et lui, on va lui faire confiance. Après tout ce qu'il a fait là. Parce qu'il n'a pas fait une fois. 2020, il a massacré plus de 200 Ivoiriens dans les rues. Il a égorgé Nguessan Kouakou Toussaint. Et puis on va lui faire confiance. Il a payé des microbes pour menacer les chrétiens catholiques qui voulaient faire une petite marche pour la paix. En mars-février 2020. C'est à lui qu'on va faire confiance. Ce monsieur Ouattara là, qui peut lui faire confiance? C'est précisément parce qu'Alassane Ouattara sait que personne ne peut lui faire confiance que l'une de ses phrases favorites c'est « Faites-moi confiance ». Faites-moi confiance. Hein, Dominique? Faites-moi confiance. Il dit ça souvent parce qu'il sait que personne ne peut lui faire confiance. Sa répétition obsessionnelle et compulsive de l'expression « faites-moi confiance » est le signe d'abord que lui-même n'a pas confiance en lui-même. Il sait que personne n'a confiance en lui-même. C'est un mythomane, un menteur indécrottable. Et ça, c'est marqué sur son front à tout jamais. C'est un homme qui n'aura jamais la confiance de personne de sensé. Bon, maintenant je voudrais finir
ma réponse à Marwan Ben Yamed et à ces journaleux péteux qui écrivent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils écrivent sur la Côte d'Ivoire au lieu même de se documenter un peu. Alassane Ouattara qui dit qu'on ne peut pas faire confiance. Un violeur de constitution comme ça. Un menteur comme ça. Je ne vais faire que 2 mandats. Ah non, je ne serai pas candidat. Ah non, je serai candidat. C'est à lui que vous avez confiance. Aïssatou Diallo, Florence Richard, ce papier est l'un des plus nuls de votre carrière. Quand vous prendrez votre retraite, vous pleurerez de toutes vos larmes en lisant ce que vous avez écrit. Un certain 18 octobre 2022. Vous vous direz, c'était le moment le plus bas de notre carrière. Nous écrivions des navets. D'accord? Bon, dans la deuxième partie de leur article, ils ont décidé de me régler des comptes. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Mais ils estiment que, écoutez comment ils parlent de moi. Parlant de Guillaume Soro, ils disent, sur les réseaux sociaux, certains de ses soutiens sont extrêmement actifs dans ce sens. Le plus offensif étant sans aucun doute Franklin Nyamsi. Ce professeur de philosophie d'origine camerounaise, résident en France et un temps membre du Parti socialiste, ne manque pas de s'afficher aux côtés du président de la transition malienne Assimi Goïta et de dire tout le bien qu'il pense du président Poutine. Sa dernière vidéo publiée sur Facebook est un long monologue fourre-tout dans lequel se mêlent propos conspirationnistes, fake news et propos extrêmement virulents contre le président Alassane Ouattara. Tout ça sous fond du titre de la diva ivoirienne Aïcha Koné en faveur de Goïta. Citation. Guillaume Soro n'interfère en rien dans les avis, les choix, les ambitions ou les prises de position des uns et des autres. Nyamsi est très prolixe sur les réseaux sociaux, il a son verbe à lui. Guillaume Soro ne lui dicte pas ce qu'il doit faire. Fin de citation. Tempère Habib Sanogo. Ils ont interrogé Habib Sanogo, c'est ce qu'il leur aurait dit. Quant à Sess Soukou Mohamed, dit Ben Souk, aujourd'hui en exil au Mali, Soro lui aurait expressément demandé qu'il tempère ses positionnements pro-junte. Entre citations encore, Guillaume Soro aurait envoyé des messages clairs à Ben Souk pour qu'il arrête tout activisme, glisse même un membre de l'entourage de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Un tissu de fadaise. Commençons par le premier point. Maintenant, je vais traiter ce qui me concerne. Parce que, bon, on est souvent mieux défendu que d'abord par soi-même. Je vais traiter de ce qui me concerne maintenant. Alors, d'abord, ils disent que je fus un temps membre du PS, Parti Socialiste Français, c'est vrai. Mais j'en profite pour dire pourquoi je ne le suis plus. Lorsque François Hollande, président en exercice de la République, a imaginé la possibilité que les Français d'origine étrangère se voient retirer leur nationalité chaque fois qu'ils auraient mené éventuellement des activités condamnées par la loi, j'ai considéré que François Hollande n'était plus un dirigeant de gauche et j'ai jeté ma carte du Parti Socialiste et j'ai eu raison. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le PS. Sinon, j'ai été au PS, j'ai été militant du PS, membre, et j'ai financé le PS comme militant, comme membre de la section de Normandie. Eh bien, j'ai financé pendant 10 ans. Écrivez ça. Parce qu'il y a des gens qui, ici en France, pensent qu'ils ont été beaucoup plus citoyens que nous. Nous, on a été citoyens sous toutes les formes possibles. J'ai été membre du Parti Socialiste Français. Et j'ai dit, j'étais à jour de mes cotisations pendant 10 ans. 10 ans. Si vous allez fouiller, vous allez trouver. François Hollande est venu pendant son meeting. Il a fait son meeting du Bourget. Il a dit que l'ennemi contre lequel il allait combattre pendant tout son mandat, c'était la finance, la haute finance. C'est-à-dire ceux qui dirigent en fait les présidents de la République française, depuis notamment De Gaulle. Il a dit que c'était ses ennemis. Il a dit, proposition 58 de son programme de 2012, je vais mettre un terme à la France-Afrique. Quand j'ai vu au milieu du mandat de François Hollande qu'aucune de ses promesses n'était tenue, j'ai pris ma carte du Parti Socialiste, je l'ai jetée. Je l'ai jetée à la poubelle. Et je n'ai plus jamais donné mon argent à ce parti. Je n'ai plus jamais participé aux activités de ce parti. D'ailleurs, j'ai prédit à cette époque que ce parti allait disparaître et je ne me suis pas trompé. Je suis parti de ce parti vers 2013-2014. D'accord? Au milieu du mandat de François Hollande. Et calculez toute la prédiction que j'ai faite de ce parti. Qu'est devenu ce parti aujourd'hui? Ce parti est devenu une portion congrue. Il a été complètement avalé par les autres partis de gauche. Il est devenu l'ombre de lui-même. C'est ce que j'avais prédit. Et c'est la faute à M. Hollande qui, en réalité, a exercé
une politique oligarchique à la tête de la France quand il était président de la République et qui, de toutes les façons, a continué à chérir et à bien entretenir la France-Afrique. D'accord? Donc, quand vous parlez de mon passage par le Parti socialiste, dites aussi pourquoi j'en suis parti. Je ne suis pas parti comme ça. Et j'ai publié des tribunes en ce sens. Deuxième idée, ça leur fait mal que je m'affiche aux côtés du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et ça leur fait mal que je fasse écouter la chanson de la diva africaine, la Mama Africa, Aïcha Koné pour Assimi Goïta. Je les comprends. Ça leur fait mal, pourquoi? Parce que le président Goïta représente justement la résistance à la domination néocolonialiste française. Et parce que la chanson d'Aïcha Koné salue cette résistance. Il va de soi que comme Jeune Afrique fait partie du dispositif de la guerre informationnelle contre les panafricanistes, de la guerre informationnelle contre les anticolonialistes, de la guerre informationnelle contre les peuples africains en lutte pour leur véritable indépendance, tout naturellement, il faut s'attaquer au président Goïta, il faut s'attaquer à la chanteuse Aïcha Koné, et il faut s'attaquer à leurs amis. Moi, je suis un ami de la révolution du Mali Koura. J'ai décidé à mon âme et conscience de soutenir le peuple malien, de soutenir le gouvernement malien, de soutenir les forces armées maliennes et de soutenir le leader du Mali, le président Assimi Goïta, à partir d'une analyse intellectuelle, d'une analyse dialectique, à partir d'une analyse géopolitique. Il ne s'agit pas d'un engagement émotionnel. Il ne s'agit pas d'un engagement sur un hop de la tête. Je les ai observés, je les ai étudiés, je me suis documenté. Et quand je me suis levé de chez moi ici, en plein embargo, lorsque le Mali était traité de paria et qu'il était interdit d'y aller, je suis allé au moment le plus dur au Mali pour montrer que nous, les compagnons du président Guillaume Kibafori Soro, nous sommes comme lui. Nous, ses compagnons véritables, nous sommes des hommes loyaux. Nous ne sommes pas les amis seulement des jours heureux. Nous sommes les amis, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Si moi, je vous ai donné ma parole que je suis avec vous dans un combat, vous pouvez compter sur moi. Combien d'Africains se sont levés ici pour aller là-bas quand l'embargo chauffait? On nous comptait au bout des doigts. Je me suis retrouvé là-bas avec le professeur Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et cela a défrayé la chronique. Pourtant, c'est tous à partir d'une analyse intellectuelle, d'une analyse politique, à partir d'une conviction personnelle qu'il fallait soutenir le Mali. Parce que la lutte du Mali est la lutte de l'Afrique. C'est cela qui nous a amenés là-bas. Ce n'est pas que les autorités maliennes soient particulièrement allées nous chercher. Nous étions convaincus. Nous avons été bien accueillis à cause de la certitude que ces autorités maliennes ont eue, que nous avions une conviction intérieure que leur combat était juste. Vous comprenez? La meilleure façon de convaincre les gens, c'est d'être convaincu vous-même. Je recommence une deuxième fois. La meilleure façon de convaincre d'abord les gens, c'est d'abord d'être convaincu vous-même. D'être convaincant vous-même. La meilleure façon de convaincre ceux qui sont autour de vous, c'est d'être vous-même convaincu. Donc, c'est notre travail de mobilisation intellectuelle, de mobilisation citoyenne. C'est notre travail de déconstruction idéologique qui nous a valu l'amitié, la reconnaissance et le compagnonnage des autorités maliennes. Ce n'est pas une petite affaire. C'est l'affaire d'une époque. C'est l'enjeu d'un continent qui nous a unis au peuple malien, aux forces armées du Mali et au gouvernement de transition dirigé par le président Assimi Goïta. Donc vous, les petits journaleux péteux de Jeune Afrique, quand vous parlez du Mali, sachez que vous êtes en train de parler du pays pionnier de l'émancipation africaine. Parlez-en avec un peu plus de respect. Si vous ne voulez pas qu'on interdise même la circulation de vos journaux qui ne servent à rien dans le continent, dans les pays libérés du continent, apprenez à parler respectueusement du Mali. Le Mali nous est très cher, nous Africains de ce temps, parce que c'est un pays dans lequel se réalise le programme qui va libérer tout le continent. C'est un pays pilote.
Donc, arrêtez vos légèretés envers la révolution malienne. Parce que c'est une révolution panafricaine. C'est une révolution mondiale. Le Mali, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le grand fétiche de l'Afrique contemporaine. Pourquoi Aïcha Koné n'a pas chanté Alassane Ouattara? Mais parce qu'Alassane Ouattara est un anti-africain. C'est un anti-panafricain. C'est un homme inhumain. C'est tout. Aïcha Koné voulait chanter ceux qui aiment l'Afrique, pas ceux qui détruisent la monnaie, le projet de monnaie indépendante ouest-africaine. Pas ceux qui détiennent les Africains par centaines dans leurs cellules et qui osent parler de sans délai aux autres. Comment Aïcha Koné va le chanter? Elle ne va pas chanter ceux qui exilent leurs compatriotes. Elle aussi, elle a sa carrière, elle a sa mémoire, elle a son honneur, sa dignité, sa renommée. Avant de chanter, elle regarde si vous êtes chantable. Ouattara n'est pas chantable. Les seuls chants qui portent autour de Ouattara célèbrent sa méchanceté. Ado Pisansi, Amainde Pisansi. Ado Pisansi, Amainde. Ça veut dire quoi, Andjoula? Ado est puissant et il est mauvais. Il est dangereux. Voilà ce que célèbrent ses militants. Donc il a droit à un griotisme pervers parce qu'il est pervers. Les véritables griots, célébrant la haute tradition et les valeurs immémoriales de la civilisation africaine, ne chantent pas Ouattara. D'où notre doyen Doumbi Fakoli a souligné avec précision que Ouattara est à sa dernière réincarnation. Il ne réapparaîtra plus sur cette terre même sous la forme d'une plante. Il n'aura même pas droit à la vie sous la forme végétale. Parce qu'il a célébré la haine, la négation des forces de vie, les ténèbres à un point pas possible. Il a semé trop de désolation autour de lui. Bon, alors, il y a une troisième idée contre moi. Dans Jeune Afrique, on dit que je dis tout le bien que je pense de Poutine. Ça fait partie d'une stratégie que les officines de la France-Afrique se sont données, de me présenter comme l'homme de la Russie en France. L'homme de la Russie, dans les milieux, les réseaux sociaux africains, l'homme de Vladimir Poutine. Pourtant, je vous ai dit, et je vous ai promis, mes chers amis, que je ne ferai jamais un pas dans mon engagement intellectuel, dans mon engagement citoyen, dans mon engagement politique, sans vous en informer. Je le rappelle ici que je n'ai pas encore eu le privilège de parler, de rencontrer le président Poutine. Je recommence une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas compris. Je n'ai pas encore eu le privilège de rencontrer ou de parler au président Poutine. Une troisième fois, je n'ai pas encore eu le privilège de rencontrer ou de parler au président Poutine. Si le président Poutine m'invite à lui parler, je vais aller lui parler. Je répète une deuxième fois. Si le président, le camarade président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, m'invite, moi, docteur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, à venir le rencontrer et lui parler, je vais aller. Et je le dis une troisième fois, pour Jeune Afrique, pour RFI, pour toutes les officines de la barbouzerie de la France-Afrique. Je ne joue pas au jeu caché. Je ne suis pas un Africain cache-cache. Mais le président de la République française parle avec le président Poutine au téléphone. Il n'est pas français. Je ne suis pas citoyen français comme lui. Gérard Depardieu, le grand acteur de cinéma français, on l'a vu plusieurs fois avec le président Poutine. Il n'est pas français. Je ne suis pas citoyen français comme lui. D'ailleurs, est-ce qu'il faut être français pour rencontrer Poutine? Il suffit d'être un être humain. Le président Poutine est un être humain, je suis un être humain. Mais je vous le dis une troisième fois, à toutes les officines qui me traquent, qui écrivent des rapports sur moi, qui font des fiches, etc., qui mentent sur moi. Je ne suis pas un agent de la Russie. Je n'ai pas besoin d'être un agent de la Russie. Ma démarche en tant qu'intellectuel, ma démarche en tant que serviteur des libertés des Africains, c'est d'agir au cœur du peuple africain. Quand moi, je vais me lever, si les autorités russes m'invitent, et si j'ai l'honneur d'être reçu par le président Poutine, je vais vous annoncer que moi, Franklin Nyamsi, là, je me suis levé aujourd'hui, là, je m'en vais en Russie. Vous voyez comment Kémy Séba fait, non? Kémy Séba s'est levé de chez lui à Cotonou, il a dit, je vais à Moscou. Est-ce qu'il a dit qu'il allait ailleurs? Je vais à Moscou. Si moi, on m'invite à Moscou, je vous informe que je vais y aller.
On ne m'a pas invité. Hein. Comme on dit dans notre français du Cameroun, il est comme ça qu'on ne m'a pas invité. Si on m'invite, je viens ici, sur cette chaîne YouTube. Je viens là, sur cette chaîne Facebook. J'appelle mes amis. Je dis mes amis. Amis africains. Africaines. Amis américains, américaines. Amis européennes, européens. Amis asiatiques. J'ai l'honneur d'être invité par le président de la Fédération de Russie. Son Excellence, le président Vladimir Vladimirovich Poutine. À telle ou telle occasion. Je vous informerai, eh bien, à l'issue de cette rencontre, de ceux dont je peux vous informer. Parce que quand tu rencontres un président, ce n'est pas tout ce que vous vous êtes dit que tu peux dire. Donc, ce n'est pas une affaire de cachet. Je connais des grands footballeurs africains qui ont rencontré Poutine, non? J'ai vu des photos de Didier Drogba avec Poutine, Samuel Eto'o quand il jouait en Russie avec Poutine. Donc, Franklin Yamsi, c'est normal. Est-ce que vous m'avez jamais vu avec des présidents? Bon, on ne va pas se prendre pour des êtres humains supérieurs, mais on n'est pas petit comme ça. On n'est pas si petit que ça. Moi, à mon âge, à 50 ans, j'ai déjà rencontré, mettons, une quinzaine de chefs d'État. Donc, rencontrer le président Poutine, ça sera pour moi, au contraire, simplement un plaisir, un honneur. Parce que c'est un homme qui est à la tête d'une puissance extrêmement importante. Une puissance qui a une approche différente de ses relations avec l'Afrique. Une puissance qui ne nous a pas réduits en esclavage. Une puissance qui ne nous a pas colonisés. Une puissance qui ne nous impose pas sa monnaie. Le rouble ne nous a pas été imposé. Une puissance qui ne nous impose pas sa langue. Une puissance qui ne nous impose pas ses bases militaires. Une puissance qui n'a pas organisé des coups d'État contre la volonté de notre peuple. Mais pourquoi moi j'aurais des problèmes avec le président Poutine? Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais je vous dis, je n'ai pas besoin d'être un agent russe. Je ne sais pas être l'agent, car je suis dans l'engagement citoyen. Je fais les choses de manière transparente. Je vous fais une confidence supplémentaire. Vous savez, j'avais 4 comptes bancaires, non, 3 comptes bancaires ici en France. Sans la moindre raison, ils ont fermé 2. Ils ont ordonné à des banques, à la Société Générale et puis BNP, de fermer 2 de mes comptes. Comme le droit en France oblige pour un citoyen, qui plus est un salarié, qu'il ait au moins un compte bancaire pour recevoir sa paye, ils ont toléré. Emma, s'il te plaît. Emma, tu ne déranges pas. Merci. Ils ont décidé de tolérer que j'ai au moins un compte bancaire. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez 1, 2, 3 comptes bancaires, parfois c'est difficile de suivre les mouvements financiers dans vos comptes. C'est difficile de suivre les mouvements financiers dans vos comptes. On ferme vos comptes, on vous laisse avec un seul compte, dans un seul but. C'est qu'on surveille tout ce qui entre et tout ce qui sort. Voilà. Donc moi j'ai la chance donc d'être surveillé. Surveillé comme du lait sur le feu. Espionné. Ici en France. Et ils ont tout à fait eu l'occasion de voir que je ne suis pas l'agent de la Russie. Je ne suis l'agent d'aucun État. Je ne suis l'agent d'aucun État. Lorsque j'aurai à travailler avec un État, je le ferai publiquement. Je recommence publiquement. S'il me faut travailler avec un autre État, je viendrai ici dire, à compter d'aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec tel État. Et je le ferai. Je ne fais pas partie des Africains auto-censurés qui se promènent en rasant les murs sur la terre. Si on me voit en train de saluer Poutine, je suis mort. Non. Déjà, tu es déjà mort en tant qu'être humain. Donc, sois libre. N'aie pas peur. Salue qui tu veux. Et surtout, dis-le. Je recommence. Africains, arrêtons de raser les murs sur la terre. Si on me voit en Russie, la Russie n'est pas sur la terre. Eux-mêmes, ils ne sont pas allés en Russie. L'ancien Premier ministre français, là, comment il s'appelle, François Fillon, il n'a pas gagné des centaines de milliers de dollars en Russie en travaillant pour un groupe d'ailleurs étatique russe, dans le conseil d'administration d'un groupe étatique russe. Il n'a démissionné que après le déclenchement de l'opération militaire de la Russie contre l'Ukraine.
Il était là. Il y a beaucoup de Français qui vivent. Et puis les capitalistes français. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas gagné comme argent en Russie? Carrefour. Le roi Merlin. Donc eux, ils ont le droit de gagner de l'argent là-bas. Si nous, par exemple, comme ça, des intellectuels, des analystes politiques de notre valeur, si nous, on obtenait un jour des contrats, publics ou privés, avec la Russie, et qu'on décidait d'arrêter notre activité ici pour nous consacrer à ça, c'est un crime. Ah bon, donc les Blancs ont le droit d'aller gagner de l'argent partout sur la terre, pas les nègres, quoi. Moi, je ne fais pas partie de ces nègres-là. Il n'y a personne sur cette terre qui décide à ma place, de la main que je salue. Je salue qui je veux. Et en politique, je retiens une règle. Quand je salue quelqu'un, je le fais savoir. Pour que ça ne passe même pas pour une ruse. Pour tromper mes amis. Quand je salue quelqu'un là, je le fais savoir. Surtout les gens très importants. Parce que c'est cette transparence-là qui maintient la confiance entre quelqu'un comme moi et le peuple des Africains sur le continent et dans la diaspora. Donc je voulais rassurer Jeune Afrique. Franklin Yamsiwa Cameroun n'est pas un agent de la Russie. Il se bat pour la liberté des Africains. Si un jour les autorités russes m'invitent, j'irai répondre à leur invitation. Car la politique qu'elle mène en Afrique, je la trouve meilleure que la politique menée par la France en Afrique. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça fait plus de 25 ans que je dis ça. C'est maintenant que vous me connaissez. Je disais ça avant. Lisez mes livres qui ont été publiés avant. Je le disais. Je n'ai rien inventé là. Mes positions que vous connaissez aujourd'hui sont des positions que j'ai depuis 25 ans. Au moins. Elles se sont certes beaucoup plus fluidifiées. Elles se sont certes affinées avec le temps. Vous communiquez mieux, vous formulez mieux vos idées. Vous les résumez mieux, vous les ramassez mieux, vous les mettez mieux en musique. Mais mes idées là sont là depuis. Pour les demander à ceux qui me connaissent sur la terre. Mes amis au Cameroun, mes amis en Côte d'Ivoire, mes amis en France, mes amis aux États-Unis, mes amis en Europe. Tous ceux qui me connaissent et qui ont parlé avec moi longuement connaissent les idées que vous connaissez de moi. C'est pour ça que j'ai été surpris quand on a commencé à me persécuter en France pour mes idées. Je leur ai dit, mais je pensais ça depuis. Pourquoi vous ne m'avez pas dit depuis que c'était mauvais? Ah, ce qui vous fait mal, c'est qu'on m'écoute beaucoup maintenant. Parce qu'avant, quand je disais ça ici sur Facebook, il y avait 20 vues. 20. Si vous retrouvez mes premières vidéos Facebook 2003, 2004, 20 vues. 20. Mais je disais la même chose. Vous comprenez? La persévérance. Les Camerounais m'ont appelé chef signé pour ça. Je n'abandonne jamais les justes combats que je mène. Je reste discipliné et persévérant. Alors donc, on dit que je dis tout le bien que je pense de Poutine. Mon opinion à propos du président Poutine concerne sa politique africaine. Je trouve que sa politique africaine est meilleure que la politique française, que la politique occidentale. Je ne porte pas de jugement sur sa politique en Russie, que je connais très mal. Et j'ai aussi le problème que je ne maîtrise pas la langue russe pour pouvoir lire dans le texte et bien comprendre ce qui se passe. Enfin, les deux petits plumitifs, les péteux journaleux de Jeune Afrique disent que j'ai fait un monologue fourre-tout dans mes dernières vidéos contre Alassane Ouattara avec des propos conspirationnistes, des fake news, des propos extrêmement virulents. Je voudrais leur apprendre que quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on donne des preuves. S'il y a eu des propos conspirationnistes, il faut les citer. S'il y a eu des fake news, il faut donner un exemple. Diallo, et comment elle s'appelle l'autre là, qui a écrit avec elle. Leurs noms me sortent même de la tête, tellement sont des journalistes nuls. Attendez, je vois encore comment ils s'appellent les deux là. Il faut que je leur explique comment on construit une argumentation. Parce que ça fait pitié. Qui les a formés même? Comment ils s'appellent? Diallo et puis... Aïssatou Diallo et puis Florence Richard. Aïssatou Diallo. Quand vous dites Franklin Yamsi a tenu des propos conspirationnistes, il faut les citer. Sinon, ça n'a aucune valeur ce que vous dites. Vous dites, il a dit des fake news sur Alassane Ouattara. Dites quelle fake news? Quelle fake news j'ai dit sur Alassane Ouattara? Tout ce que je dis sur Alassane Ouattara est documenté, vérifié et recoupé. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara ne m'a jamais porté plainte pour diffamation. Il sait que s'il porte plainte, ce sera l'occasion pour que
pour ainsi dire, son cul soit mis dehors, ici à Paris. Vous dites que j'ai dit des propos extrêmement virulents contre le président Alassane Ouattara. Vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit dire de quelqu'un qui décapite un adolescent? Je recommence, hein. Vous là, Aïssatou Diallo, Florence Richard, on doit dire quoi de quelqu'un qui décapite Nguessan Kouakou Toussaint? On doit dire de quelqu'un qui détient, que doit-on dire de quelqu'un qui détient plus de 300 prisonniers politiques depuis 2010-2011? Qu'est-ce qu'on doit dire de quelqu'un qui prend 342 milliards de francs CFA par an dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire, à titre de budget de souveraineté? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Parce que c'est ce que vous appelez la virulence. Le simple fait qu'on fasse une description phénoménologique de ce despote. Qu'est-ce qu'on doit dire d'un menteur comme Alassane Ouattara, qui a dit en 2016, pendant la campagne référendaire, la limitation des 2 mandats sera respectée. Il n'est pas question d'un 3e mandat. Et qui est venu fabriquer une histoire de premier mandat de la 3e République. Qu'est-ce que vous voulez dire de lui? Qu'est-ce qu'on doit dire de lui? Qu'est-ce qui peut empêcher un analyste politique d'être virulent envers Alassane Ouattara, alors que Ouattara représente toutes les contre-valeurs sociétales, toutes les contre-valeurs morales, toutes les contre-valeurs spirituelles et universelles? Quelqu'un qui a marqué par son ingratitude tous ceux qui l'ont aidé dans son cheminement politique. Il arrache les maisons de Guillaume Soro. Il fait fermer les comptes de Guillaume Soro. Il met les frères de Guillaume Soro en prison. Il tente de kidnapper et d'éliminer Guillaume Soro à l'étranger et ses proches compagnons. Et vous voulez que nous soyons tendres envers lui? Vous là, Aïssatou Diallo et Florence Richard, si quelqu'un cherche à vous tuer, vous serez tendre envers lui? Si quelqu'un cherche à vous tuer, quelqu'un cherche à vous faire kidnapper, quelqu'un cherche à vous faire éliminer, vous serez tendre envers lui? Aïssatou Diallo et Florence Richard, seriez-vous tendre envers des gens qui aimeraient mettre fin à vos jours? Or, Alassane Dramane Ouattara, c'est ce qu'il veut faire contre Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons. C'est ce qu'il a essayé de faire par plusieurs fois. C'est ce qu'il continue de faire à l'instant où je vous parle. Moi, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat physique à l'arme blanche le 17 février 2019 à Aubervilliers. Une horde de moutons fanatisés d'Alassane Dramane Ouattara sont venus. Cette horde est venue à une réunion publique à laquelle je participais dans l'intention de me poignarder, de m'assassiner. Si nos camarades de la section, eh bien, des soroïstes de région parisienne n'étaient pas plus nombreux et plus forts, j'aurais laissé ma vie sur le carreau. Le 17 février, à Aubervilliers, 2019. Et je vous rappelle que j'ai porté plainte à cet effet. Puisque, à plusieurs occasions, j'ai reçu des menaces de mort explicites des partisans de Ouattara. Certains venant même sur ma page Facebook me dire qu'ils vont m'égorger. Vous là, les petits journaleux péteux là de Jeune Afrique, est-ce que quelqu'un vous a déjà menacé de vous égorger? Aïssatou Diallo, Florence Richard, quelqu'un vous a déjà menacé de vous égorger? Quand un dictateur envoie des gens vous menacer de vous égorger, vous allez tendre envers lui. Vous allez tendre envers lui. Je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, parce que vous êtes tellement nuls que je pense que vous n'êtes pas fait pour la sphère politique. Vous, Aïssatou Diallo et Florence Richard. Si vous aviez ne serait-ce qu'un dixième des menaces que nous subissons, alors que nous servons la vérité et la justice pour l'Afrique, si vous subissiez un dixième des menaces que nous subissons, vous, Aïssatou Diallo et vous, Florence Richard, vous seriez des dépressifs chroniques. Vous seriez incapable de vous exprimer devant une caméra comme je le fais. D'accord? Donc, ayez un peu de respect pour nos luttes. Hein. Je sais que vous êtes à Paris et qu'il vous suffit d'écrire n'importe quoi sur n'importe qui parce que ça plaît à Marwan Ben Yamed. Eh bien, votre voyou de patron, là, Marwan Ben Yamed, qui n'a pas sa langue dans la poche hein, quand il faut parler de moi. Hein, je le laisse déblatérer à volonté comme il veut, Marwan Ben Yamed, quand il a affaire à moi, mais c'est un voyou. C'est quelqu'un qui fait du journalisme au contrat. Les chefs d'État africains qui veulent avoir un reportage favorable dans Jeune Afrique savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent passer à la caisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous êtes en difficulté à Jeune Afrique parce que désormais les Africains ne vous lisent plus. Vous savez, vos articles que vous faites, vous rendez payants, là, vous écrivez articles payants, nous on s'en fout de ça, on ne paye pas, on ne veut pas lire. Vos seuls articles qui sont lus sont ceux sur lesquels vous enlevez l'option payant. Quand vous mettez l'option payant, les Africains s'en foutent.
Ils s'informent chez nous. Qui sommes leurs vigies, qui sommes leurs lumières dans les ténèbres du monde. Les Africains s'informent directement auprès des analystes politiques panafricanistes, des analystes politiques attachés, aimant le peuple africain. C'est nous qu'ils écoutent. Ce n'est pas Jeune Afrique, ce n'est pas RFI, ce n'est pas France 24. Je vous mets au défi, Aïssatou Diallo, Florence Richard, faites une émission. Si vous pouvez avoir en direct comme moi 2500 personnes, qui vous connaît pour vous écouter? Donc vous venez nous attaquer alors que nous abattons un travail pour tout un continent. Nous risquons nos vies pour tout un continent. Nous sommes menacés de coups et blessures, matin, midi et soir. Nous devons multiplier des précautions pour sauver nos peaux. Et vous venez à la demande de Marwan comme ça, vous attaquez à nous. Est-ce que vous nous connaissez bien? Vous pouvez nous supporter? Bon, moi je voudrais rappeler à Jeune Afrique que la dernière fois qu'il y a eu un problème entre Jeune Afrique et moi, dans un tribunal en France, c'est moi qui avais gagné. Hein. Je recommence. Ils ont peut-être oublié. Hein. Au début des années 2010, 2011, 2012, ils se sont permis de prendre une de mes photos et de la confondre avec celle de Franck Biya. J'ai porté plainte. Et j'ai gagné. C'est ce qui les a obligés à publier la profession de foi, ma profession de foi contre le régime de Paul Biya. Pour compenser les torts qu'ils avaient commis contre moi. Ils ne se souviennent pas, c'était au tribunal de grande instance. Hein. J'avais gagné. Hein. Marwan, votre papa était encore vivant hein, quand j'ai gagné. Il me souvient bien. Donc quelqu'un qui a vaincu celui qu'on considérait comme un monstre sacré, Béchi Ben Yamed, quelqu'un qui lui a fait face, qui lui a tenu tête, qui a dit vous allez corriger ce que vous avez écrit sur moi dans votre journal. Vous avez utilisé ma photo. Vous allez vous en expliquer devant un juge. De quel droit vous me confondez avec Franck Biya? On a beau se ressembler quand même. Vos journalistes devraient faire un minimum de travail avant de prendre une image et l'utiliser. Dans une affaire dans laquelle on annonçait que Franck Biya est poursuivi par des associations pour avoir détourné 150 milliards de CFA. Ces journaleux-là, perdus, avaient pris ma photo et l'avaient utilisée en lieu et place de celle de Franck Biya. Je me suis levé un matin, tous mes amis m'appelaient à travers le monde, on dit voilà ton nom est sur une affaire où on dit c'est toi qui as détourné 150 milliards. Mais apparemment maintenant tu t'appelles Franck Biya. Bon donc les légers traits de ressemblance entre Franck Biya et moi me valent comme ça d'être trimballé dans votre journal comme étant le fils d'un dictateur et ayant volé 150 milliards de CFA. Et si je n'avais pas intenté la démarche judiciaire, ils n'auraient pas corrigé ça. J'ai essayé de les joindre en ce mois de décembre, là, ils ne m'écoutaient pas. C'est quand un juge de référé les a convoqués qu'ils m'ont pris au sérieux, ces gens-là. Donc voilà, Jeune Afrique, ne cherchez pas des histoires. Marwan, vous savez où nous pouvons nous retrouver pour nous mettre des knocks, des punch, des uppercuts, des Yokotobi Geri et des Mawashi Geri. C'est sur Twitter, Marwan. Quand vous avez besoin d'une correction, vous venez sur Twitter, vous vous attaquez à moi, ou vous vous attaquez à mon leader Guillaume Soro, et nous vous administrons votre dose habituelle. Ensuite, vous vous calmez. Parce que je crois que vous fonctionnez, vous êtes addict. Vous êtes addict au fessé médiatique. Vous venez, on vous la donne, vous repartez Marwan, et ça vous fait une dose pour une certaine période. Mais ne demandez pas à des jeunes gens, à des journalistes sans expérience, sans consistance, comme Madame Richard, Diallo, etc. Qu'est-ce qu'il raconte là sur moi? Qu'est-ce que j'ai dit de faux sur Alassane Ouattara? Ce que je dis sur Alassane Ouattara n'est rien à côté de la réalité. Ouattara est pire que tout ce que je dis. Mes mots sont un euphémisme. Alassane Ouattara est une ordure. Et lui-même, il le sait. C'est pour ça qu'il dit à tout moment, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Qui peut lui faire confiance? Même lui-même, il ne se fait pas confiance. Voilà pourquoi le Premier ministre intérimaire du Mali lui a offert une belle métaphore. Voilà un chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Voilà quelqu'un qui passe son temps à se dribbler, tellement ici bien avec le ballon, qu'il ne sait même plus où se trouve le ballon, et il ne sait même plus s'il est dans le match. Un mythomane comme ça, comme Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'on peut dire de faux sur lui? Tout ce qu'on peut dire de mal sur Alassane Ouattara est en deçà de la réalité. Voilà donc la chanson que vous n'aimez pas entendre.
faut surtout pas qu'il y ait Aïcha Koné dans l'affaire. Sinon, à Jeune Afrique, ça vous énerve. Voilà ça. Vous n'aimez pas entendre, non? Voilà, c'est Aïcha. Elle chante. Notre leader bien-aimé au Mali, le président Assimi Goïta. Si ça vous énerve, sautez et calez en l'air. Vous avez compris? Et je vous ai dit, quand le président Poutine va m'inviter, je vais aller en plein jour. Président Poutine, je ne sais pas si dans vos ambassades et un peu partout, là, il y a des gens qui écoutent les réseaux sociaux africains. Président Poutine, s'il vous plaît, invitez-moi. Pour que je vienne vous saluer au Kremlin. Et comme ça, c'est bon. Je vais voir si la terre va toucher si le ciel va tomber sur la terre. Parce que je vous ai salué. Tous ceux qui vous ont salué là, ils ne sont pas des êtres humains comme moi. D'ailleurs, il y a un mendiant de blé là, Macky Sall, qui a dit que vous êtes son très cher ami, non? Alors, si le président Poutine est le très cher ami de Macky Sall, le mendiant de blé, bon, pourquoi moi je vais avoir honte de le saluer? Il était déjà dans les années 70 aux côtés du Frélimo au Mozambique pour la libération du Mozambique contre le colonialisme portugais. Est-ce que nous les Africains cultivés on manque de mémoire? Il nous a aidés à nous libérer des colonialistes, on ne va pas oublier ça. Mandela vous a dit, hein, vos ennemis ne sont pas forcément les nôtres. Vous avez compris? Voilà, écrivez ça. Donc, président Poutine, je vous le demande solennellement, à travers vos ambassadeurs à travers le monde, recevez-moi au Kremlin. Faites-nous une offre de visite au Kremlin. En plein jour, je vais me lever d'ici, là où je vous parle, chercher le chemin pour aller vous saluer. Et puis je vais revenir m'asseoir ici. Comme tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas le droit de vous saluer? C'est quoi ça? Moi, je ne suis pas un Africain de la Senzala. I'm a free man. Kundeyem iye menyu yem. Kundeyem iye membu wem. Nig Nyambe. Nig Batara. Énorme longueur. Créature du Tout-Puissant, bénie par mes ancêtres angéliques, il n'y a pas d'être humain sur cette terre qui puisse me dire que je ne peux pas le regarder dans les yeux et que je ne peux pas le saluer et que je ne peux pas lui parler. Non. Je ne fais pas partie des Africains de la Senzala, les Africains de l'enclos, les nègres marchandises. Non. Donc si le président Poutine m'invite, je vais aller le saluer. Le président Hu, comment il s'appelle? Xi Jinping m'invite, je vais le saluer. Si le président Nicolas Maduro m'invite, je m'en vais le saluer. Tout président pour qui j'ai de l'admiration et qui m'invite, je me lève, je m'en vais, je le salue. Vous avez compris? Nous les Africains, personne ne nous donne le mode d'emploi de la terre. Nous allons où nous voulons. Nous sommes comme l'esprit, il souffle où il veut. Alamawe, Iamewa. Vous n'aimez pas entendre la voix d'Aïcha Koné, non? Et vous dites que je parle, je dis des choses pendant qu'elle chante. J'ai compris ce qui vous énerve. Vous allez voir. Vous allez manger cette chanson-là à toutes les sauces. Afrique des libertés. Je vous remercie infiniment. Vous étiez plus de 2000 à nous accompagner dans cette petite correction. Courage au grand peuple tchadien. Courage. Union de lutte. Courage. Merci.